Je m'appelle Émilie. J'ai 57 ans, et voici l'histoire de la façon dont un mariage a détruit une famille, mais a aussi sauvé ma vie. C'était le jour que nous attendions tous. Nous avions tout planifié. Depuis des mois. Le jardin du ranch était rempli de fleurs blanches. Le quatuor à cordes jouait depuis le coucher du soleil. Les tables étaient dressées avec des nappes en lin que j'avais moi-même brodées lors de mes nuits d'insomnie. Tout était parfait. Mon fils Daniel épousait Sarah. Cette fille aux yeux clairs et au sourire froid qui a débarqué il y a 2 ans et qui a tout changé. Je portais la robe bleu roi que ma mère portait à son propre mariage. J'avais les cheveux relevés en un chignon élégant. Je voulais être belle, digne, comme doit l'être la mère du marié. Quand je suis arrivé dans la salle de réception, Sarah m'a vu. Elle n'a rien dit. Elle a juste chuchoté quelque chose à l'oreille de Daniel. Il a marché vers moi, le pas rapide, la mâchoire serrée. Je connaissais ce regard. C'était le même regard qu'il avait enfant quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, mais ne voulait pas l'admettre. Maman, a-il commencé en baissant la voix. Sarah dit que ta robe lui fait de l'ombre, que le bleu est trop voyant. J'ai ressenti un coup de poing dans la poitrine, mais j'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas grave, mon fils. Je peux me changer si tu veux. J'ai apporté une autre robe dans la voiture. Non, maman. Sa voix s'est durcie. C'est mieux si tu pars. Quoi? Sarah est très nerveuse. Elle dit que ta présence l'attend. Que tu l'as toujours jugée. La salle était pleine. La musique jouait. Les invités discutaient. Inconscients de ce qui se passait à 3 mètres de la table d'honneur. Daniel? Je suis ta mère. J'ai organisé ce mariage. J'ai payé la moitié de tout ça. Et c'est pour ça que tu penses avoir le droit de gâcher la journée de ma femme? A-t-il crié. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers nous. Et puis il l'a dit fort, clairement, devant tout le monde, sors. Maman. Ma petite amie ne veut pas de toi ici. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste hoché la tête, pris mon sac à main et marché vers la sortie. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a suivi. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au ranch. Les clés pendaient à mon cou comme toujours. Les clés que mon père m'avait laissées avant de mourir, avec la terre, la maison, l'héritage de 4 générations. Les mêmes clés que Daniel voulait depuis qu'il s'était fiancé à Sarah. Je suis rentré chez moi. J'ai enlevé la robe bleue, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée dans le placard. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais le lendemain, quand le téléphone a sonné et que j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai su que tout était sur le point de changer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Parfois, nous faisons trop confiance aux mauvaises personnes. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je veux la lire. Maman. Sa voix semblait fatiguée au téléphone. Peux-tu venir au ranch? Il faut qu'on parle. J'ai raccroché sans répondre. Je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café, le même café fort que je préparais pour Daniel quand il était petit et qu'il se levait tôt pour m'aider avec les chevaux. Parce que c'était comme ça avant. Avant Sarah, mon fils et moi étions une équipe. Après la mort de son père il y a 15 ans, il n'y avait plus que nous deux et le ranch. Nous avons appris à survivre ensemble. Daniel avait 12 ans quand je suis devenue veuve. C'était un garçon calme avec de grandes mains et des yeux tristes qui essayaient d'être fort pour moi. Maman, je peux réparer la clôture, me disait-il en portant des outils plus lourds que lui.
Non, mon amour, tu n'es encore qu'un enfant. Plus maintenant, maman. Je suis l'homme de la maison maintenant. Et il a essayé. Dieu sait qu'il a essayé. Nous avons grandi ensemble sur cette terre. Il a appris à rassembler le bétail, à réparer les tracteurs, à négocier avec les fournisseurs quand je n'en avais pas la force. Il me serrait dans ses bras quand je pleurais la nuit. Quand son père me manquait tellement que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tout ira bien, maman. Je te le promets. Et il a tenu sa promesse. Il est devenu un homme ici, entre ces murs. En adobe, sous ces mesquites que mon grand-père avait plantées. Quand il a fini l'université en ville, il est revenu. Maman, ma place est ici avec toi au ranch. Étais-je si heureuse d'entendre ça? Nous travaillions côte à côte. Je m'occupais de la comptabilité. Il s'occupait du bétail. Le soir, nous asseyons sous le porche pour regarder le coucher du soleil avec du café et du pain sucré. Tu sais, maman, un jour mes enfants grandiront ici tout comme moi. Ils courront dans ces mêmes cours. Ils apprendront à monter les mêmes chevaux. Je l'espère, mon amour. J'espère que tu trouveras une femme qui aime cette terre autant que nous. Il a souri. Je la trouverai. Je le promets. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il a rencontré Sarah dans un bar en ville lors d'une réunion d'affaires. Elle était administratrice d'entreprise, prospère, moderne. Elle portait des talons hauts et des parfums chers. Elle parlait d'investissement et de rendement. La première fois qu'il l'a amenée au ranch, j'ai vu la déception sur son visage. C'est ici que tu vis, a-t-elle demandé. En regardant les vieux murs, les meubles en bois sombre, les photos en noir et blanc de mes grands-parents. C'est ici que nous vivons, l'a corrigé Daniel. C'est magnifique, n'est-ce pas? Sarah a souri. Mais ses yeux disaient autre chose. À partir de ce jour-là, tout a changé. Daniel a commencé à rentrer tard. Il a cessé de s'asseoir avec moi sur le porche. Il parlait de vendre du bétail, de moderniser, de transformer le ranch en salle de réception. Maman, Sarah a de bonnes idées. Nous pourrions gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas une entreprise, Daniel. C'est notre maison. C'est les deux. Maman, nous devons être réalistes. Ce mot réaliste, il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Les clés du ranch pendaient à mon cou, les mêmes que mon père m'avait données. Avant de mourir avec des larmes dans les yeux. Émilie, cette terre est ton héritage. Ne laisse personne te la prendre. Pas même ton fils. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il disait cela. Maintenant, si. Le téléphone a sonné. À nouveau. C'était encore Daniel. Cette fois, j'ai répondu. Pendant que je raconte ceci, je me demande d'où vous écoutez. Écrivez le nom de votre ville. Dans les commentaires. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin des clés du ranch. Sa voix était différente, plus froide, comme s'il lisait un script que quelqu'un d'autre avait écrit pour lui. Pourquoi en as-tu besoin, Daniel? Silence à l'autre bout du fil. J'ai entendu des voix en arrière-plan. Une voix de femme. Sarah. Eh bien, je veux faire quelques changements. Tu sais, moderniser un peu. Peut-être remodeler la pièce principale. Changer les vieux meubles. Ces vieux meubles ont été fabriqués par ton arrière-grand-père de ses propres mains. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Hier, c'était déjà assez de drame. Du drame? J'ai senti ma voix se briser. Tu m'as jeté de ton mariage et c'est moi qui cause des drames. Tu as décidé de porter cette robe en sachant que Daniel, c'était la robe de ta grand-mère, la même qu'elle portait quand elle a épousé ton grand-père dans ce même ranch que tu veux maintenant.
Remodeler. Un autre silence. Plus long, plus lourd. Maman, les choses changent. Les traditions changent. Sarah a raison. On ne peut pas vivre dans le passé. Sarah a raison. Ces 3 mots qui avaient commencé à définir mon fils. Depuis qu'il l'avait rencontré. Quand rentres-tu à la maison, ai-je demandé. Essayant de changer de sujet. C'est bien ça le problème, maman. Sarah et moi. N'allons plus vivre là-bas. Nous restons dans l'appartement en ville. C'est plus pratique pour son travail. J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Mais tu avais dit que tu élèverais tes enfants ici, que c'était ta maison. Et ça l'est. Mais j'ai aussi besoin de construire ma propre vie avec ma femme. Ma femme? Il ne prononçait plus son nom avec affection. Il le disait comme quelqu'un qui signe un contrat. Alors pourquoi as-tu besoin des clés? Parce que légalement, c'est aussi ma maison, maman. Mon père l'a laissée à 50% pour toi, 50% pour moi. Elle était là, la vérité, la fracture. Son père lui avait en effet laissé la moitié de la propriété, mais les clés, le contrôle, l'administration, il me les avait laissées avec une clause spécifique. Émilie décidera de l'avenir du ranch tant qu'elle sera en vie et saine d'esprit. Daniel ne recevra sa part que lorsqu'elle le déterminera. Mon mari me connaissait. Il savait que je ne vendrais jamais. Il savait que je protégerais cette terre, même contre notre propre fils, si nécessaire. Les clés restent avec moi, Daniel. Maman, ne sois pas puérile. Nous voulons juste faire quelques aménagements. Peut-être louer le ranch pour des événements, des mariages, des fêtes d'anniversaire pour les 16 ans. Nous pourrions générer des revenus supplémentaires, transformer notre maison en entreprise. C'est une opportunité. Sarah a déjà parlé avec un architecte. Nous pourrions agrandir le jardin, construire une nouvelle terrasse, installer une salle climatisée. Non. Non, non, Daniel. Cette maison n'est pas à vendre. Elle n'est pas disponible. Ce n'est pas un projet. Mais c'est aussi à moi. Ce cri, ce ton. C'était la voix d'un étranger. Ton père t'a laissé cette terre pour la protéger, pas pour l'exploiter. Mon père est mort, maman. Il est mort depuis 15 ans et tu vis toujours comme s'il allait revenir demain. Je me suis tu. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Ma voix est sortie calme. Trop calme. Et c'est très bien. Tu as raison. Ton père est mort. Et j'ai vécu toutes ces années en prenant soin de ce qu'il aimait, de ce qu'il a construit, de ce dont il rêvait. Pour toi. Mais peut-être as-tu raison. Peut-être est-il temps pour chacun d'eux nous de vivre sa propre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les clés restent avec moi. Le ranch reste ma responsabilité et toi aussi, tu peux construire la vie que tu veux ailleurs. Tu nous mets à la porte? Non. Je te donne ce que tu as demandé. Ton espace, ton indépendance, ta propre vie. J'ai entendu Sarah parler en fond. Pressante, agacée. Daniel lui a répondu à voix basse. Maman, Sarah dit que tu es égoïste, que tu t'accroches à des choses matérielles. Que? Daniel, les jeux interrompus. Hier, quand tu m'as crié dessus devant tous ces invités, quand tu m'as demandé de quitter ton mariage, il y avait une dame assise près de moi. Je ne la connaissais pas, mais avant que je quitte la salle, elle m'a pris la main et m'a dit quelque chose. Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle a dit, Madame, quand un fils choisit entre sa mère et sa femme, il a déjà fait son choix, et vous devez respecter ce choix. Mais vous devez aussi vous respecter vous-même. Maman, ce n'est pas une
Compétition entre toi et Sarah. Non, mon amour, ça ne l'est pas, car dans une compétition, les deux parties veulent gagner. Et moi, je ne veux plus concourir. Je veux juste la paix. Et les clés. J'ai touché le collier où elle pendait, froide, lourde, pleine d'histoire. Point, les clés restent là-haut. Elles ont toujours été, avec moi, jusqu'à ce que le bon moment vienne de les remettre. Et quand sera-ce? Quand tu auras un cœur qui les mérite. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté assise dans la cuisine. Pendant des heures. Le café a refroidi dans la tasse. Les ombres de l'après-midi ont commencé à remplir la maison. J'ai marché dans les couloirs vides. J'ai touché les murs en adobe. J'ai regardé les vieilles photographies. Mon père dans ses habits du dimanche. Ma mère avec son châle en soie. Daniel enfant montant son premier cheval. Dans le bureau de mon mari, sur le bureau en bois, se trouvait la dernière lettre qu'il m'avait écrite avant de mourir. Je l'avais lue tant de fois que je la connaissais par cœur. Émilie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de te laisser seule avec tant de responsabilités. Prends soin de la terre. Prends soin de notre fils. Mais surtout, prends soin de toi. Ne laisse personne te faire te sentir moins que ce que tu es, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je t'aime pour toujours. Cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, je n'ai pas pleuré pour mon mari mort. J'ai pleuré pour mon fils vivant. Parce que certaines douleurs sont pires que la mort. Comme regarder quelqu'un que l'on aime se transformer en quelqu'un que l'on ne reconnaît pas. Les clés pendaient à mon cou, et je savais que j'allais bientôt devoir m'en servir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avez-vous déjà eu à choisir entre l'amour et le respect de vous-même? Dites-moi ce que vous avez décidé. Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui nous enseignent le plus. 3 jours ont passé sans que Daniel ne m'appelle. 3 jours où je me réveillais en espérant voir son camion remonter le chemin de terre. 3 jours où je préparais du café. En plus au cas où il arriverait. 3 jours où je me surprenais à regarder le téléphone toutes les demi-heures. Le 4e jour, j'ai décidé que la fierté ne valait pas plus que mon fils. Je l'ai appelé maman. Daniel. Ma voix tremblait. Pouvons-nous parler? Silence. Je l'ai entendu dire quelque chose à quelqu'un d'autre. À elle. Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pas au téléphone. Venez à la maison. Je vous invite tous les deux à dîner. Toi et Sarah. Je veux que nous recommencions à zéro. Encore du silence. Des voix en fond. Une dispute chuchotée. Sarah dit. Sarah n'est pas sûre que ce soit une bonne idée. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. S'il te plaît, mon fils, laisse-moi faire les choses bien. Laisse-moi mieux la connaître. Peut-être. Peut-être que je n'ai pas été juste envers elle. Les mots me brûlaient la bouche parce que je ne les pensais pas, mais j'avais besoin de les dire. Vraiment, maman? Vraiment. Venez demain. Je préparerai ton ragoût préféré et du riz au lait en dessert. J'ai entendu sa voix s'adoucir. Mon garçon était encore là, quelque part sous toutes ces nouvelles couches. D'accord, nous serons là demain vers 19h. Parfait. Je vous attendrai. J'ai raccroché et j'ai regardé la cuisine. La vieille cuisinière en fer où ma mère m'avait appris à cuisiner. Les pots en argile dont j'avais hérité de ma grand-mère. Les carreaux peints à la main que nous avions ramenés de Santa Fe. Quand nous nous sommes mariés. Étais-je vraiment prête à céder, à négocier ma paix pour sa présence? Oui,
je l'étais. Parce que c'est ce que font les mères. Nous plions, nous nous brisons, mais nous ne lâchons pas. J'ai passé toute la journée du lendemain à préparer le dîner. J'ai moulu les épices de mes propres mains. J'ai fait mijoter le poulet. J'ai dressé la table de la salle à manger. Avec la nappe brodée, les bougies en cire d'abeille, les assiettes à la vraque. Nous n'utilisions que pour les grandes occasions. J'ai mis une robe simple. Beige, discrète. Rien qui ne puisse voler la vedette à qui que ce soit. J'ai attaché mes cheveux en arrière. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que mon mari m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Les clés pendaient à mon cou, cachées sous ma robe. À 19h15, ils sont arrivés. Quand j'ai vu le camion de Daniel se garer devant la maison, mon cœur s'est accéléré comme si j'étais une petite fille attendant son père. Comme c'est pathétique, ai-je pensé. Mais je n'y pouvais rien. Je suis sorti pour les accueillir. Daniel est descendu le premier. Il portait une chemise blanche, un jean sombre, ses cheveux peignés avec du gel. Il était beau. Il avait l'air différent, comme un acteur jouant le rôle de mon fils. Sarah est descendue ensuite, une robe moulante. Couleur bordeaux, des talons hauts, des cheveux lisses et parfaits, un maquillage impeccable. Elle portait un sac de créateur sur un bras et son téléphone dans la main. « Bonsoir, Émilie », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sarah, je suis si heureuse que vous soyez venus tous. » Les deux. « Entrez, je vous en prie. » Daniel m'a fait un bisou sur la joue. C'était rapide, forcé. « Ça sent bon, maman. C'est ton ragoût de poulet préféré. » Ils sont entrés dans la maison. Sarah a regardé autour d'elle avec cette expression que je connaissais déjà. Une évaluation, comme si elle calculait combien valait chaque meuble, chaque tableau, chaque pan d'histoire. Comme c'est pittoresque, a-t-elle fini par dire. La maison a 120 ans, ai-je expliqué en fermant la porte. Mon arrière-grand-père l'a construite quand il a acheté ses terres. Waouh, ça a définitivement du cachet. Ils se sont assis dans le salon pendant que je finissais de servir. Depuis la cuisine, je les entendais parler à voix basse, des rires nerveux, des silences inconfortables. Quand je suis revenu avec un pichet de thé glacé sucré, Sarah prenait des photos du salon avec son téléphone. « Vous aimez la décoration ?» ai-je demandé en essayant de paraître amical. « Oh, oui, oui. C'est très authentique. » Je prenais juste quelques photos pour les envoyer à ma cousine. Elle adore le style vintage. Vintage? Comme si ma vie était une tendance Pinterest. Le dîner est prêt. Venez dans la salle à manger. Nous nous sommes assis à la longue table en bois. Daniel a sa place habituelle à ma droite. Sarah en face de lui. J'ai servi les assiettes avec soin en m'assurant que tout avait l'air parfait. Bon appétit, ai-je dit en m'asseyant. Daniel a goûté le ragoût. Il a fermé les yeux. Mon Dieu, maman, personne ne fait le ragoût comme toi. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose semblait normal. Je suis contente que ça te plaise, mon amour. Sarah a pris une petite bouchée. Elle a mâché lentement. Elle a posé sa fourchette sur l'assiette. C'est bon, mais je ne peux pas manger beaucoup d'épices. Ça me dérange l'estomac. Ce n'est pas si épicé, ai-je dit. Mais je peux t'apporter autre chose si. Non, non, c'est bon. Je mangerai ce que je peux. Silence. L'horloge murale égrenait chaque seconde, un son que je n'avais jamais remarqué aussi clairement auparavant. Eh bien, ai-je finalement dit, je voulais que vous veniez parce que je veux aime. M'excuser. Daniel a levé les yeux. Sarah aussi. J'ai été injuste avec vous. Deux.
Avec votre mariage. Avec tout. Les mots sortaient de façon mécanique. Répétez. C'est votre vie, votre mariage, et je dois apprendre à respecter cela. Sarah a souri pour la première fois. Un vrai sourire. Merci, Émilie. Cela signifie beaucoup pour moi. Pour nous. Daniel m'a pris la main. Maman, je suis allé trop loin, moi aussi. Je n'aurais pas dû te crier dessus, surtout pas. Devant tout le monde. C'est du passé, mon fils. L'important est d'aller de l'avant. Exactement, est intervenue Sarah. Aller de l'avant. De nouveau. Départ. Nous avons trinqué avec du thé glacé comme une famille normale, comme si de rien n'était. Après le dîner, pendant que je servais le riz au lait, Sarah s'est levée. Vous voulez bien m'excuser. Je dois utiliser les toilettes. Bien sûr, c'est la deuxième porte à gauche. Elle est partie. Daniel et moi étions seuls. Maman, merci d'avoir fait ça. Je sais que ça n'a pas été facile. Rien n'est facile quand il s'agit de toi, mon amour, mais ça en vaut toujours la peine. Il a souri. Mon garçon était toujours là. Sarah est une femme bien, maman. Vous avez juste besoin de mieux vous connaître. Je sais, et je vais essayer. Vraiment. Nous avons parlé encore un moment. Il m'a raconté leur lune de miel dans les Caraïbes, leur projet pour l'appartement, un nouveau travail que Sarah avait obtenu dans une entreprise multinationale. Tout semblait parfait. Trop parfait. Sarah mettait beaucoup de temps. Ta femme va bien, ai-je demandé. Elle doit être en train de retoucher son maquillage. Tu sais comment sont les femmes. Je me suis levé. Je vais voir si elle a besoin de quelque chose. J'ai marché dans le couloir. La porte de la salle de bain était ouverte. Vide. Sarah. Silence. J'ai continué à marcher. Je suis passé devant le bureau de mon mari. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Sarah était à l'intérieur, de dos, tenant son téléphone en l'air. Elle prenait des photos du bureau, des tiroirs, des documents qui se trouvaient sur la table. Sarah. Elle s'est retournée, sursautant. Son visage a pâli pendant une seconde, mais elle a rapidement repris son sang-froid. Oh, Émilie, tu m'as fait peur. Elle a ri nerveusement. Je suis désolé. J'ai juste vu cette pièce et elle m'a semblé si intéressante. Toutes ces vieilles choses. C'est le bureau de ton mari? C'était. Oui. Désolé. Elle a mis son téléphone dans son sac. Il a de très belles choses. J'adore le vintage. Il y avait encore ce mot. Cette pièce est généralement fermée à clé. La porte était ouverte. J'ai pensé que je pouvais entrer. C'est bon. Ne t'inquiète pas, retournons voir Daniel. Nous sommes retournés dans la salle à manger. Sarah s'est assise comme si de rien n'était, souriante, détendue. Mais je ne l'étais pas. Nous avons terminé le dessert avec une conversation superficielle. Sarah a complimenté la maison 3 fois de plus. Daniel a parlé de ses projets pour m'aider à l'entretien du ranch. Peut-être qu'on pourrait engager quelqu'un pour peindre les murs extérieurs, maman. Ils ont l'air un peu négligés. Ils sont de cette couleur parce que c'est de la chaux blanche. C'est comme ça qu'on faisait. Mais on pourrait la moderniser. Lui donner un look plus contemporain. Contemporain. Moderne. Vintage. Autant de mots qui signifiaient la même chose. Ta vie est obsolète. À 22 heures, ils sont partis. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Quand tu veux.
C'est ta maison. Sarah m'a serré dans ses bras. Une étreinte froide, calculée. Merci de nous donner une autre chance. Émilie. Ça compte beaucoup. Je les ai regardés s'éloigner sur le chemin de terre. Les feux arrière du camion ont disparu parmi les arbres. J'ai fermé la porte. Je suis allé directement dans le bureau. Sur le meuble. Les documents que mon mari avait laissés organiser étaient maintenant légèrement déplacés. Presque imperceptiblement, mais je connaissais chaque centimètre de cet espace. Quelqu'un les avait fouillés. J'ai ouvert le tiroir principal. Les actes de propriété étaient là, le testament, les titres fonciers, tout en ordre. Mais il manquait quelque chose. L'enveloppe jaune. L'enveloppe où mon mari gardait une lettre importante. Une lettre qu'il m'avait fait promettre de n'ouvrir que si quelqu'un essayait un jour de me prendre le ranch. J'ai fouillé tous les tiroirs, les étagères, derrière les livres. Elle avait disparu. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. J'ai touché les clés qui pendaient à mon cou. Et, pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas paranoïaque. J'étais surveillé. J'étais étudié. J'étais mesuré pour voir combien de temps encore j'allais être un obstacle dans les plans de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas dormi. Cette nuit-là. Je me suis assise dans le bureau, les lumières éteintes, regardant par la fenêtre et je me suis demandé combien de temps j'avais avant qu'il n'essaie de tout prendre. Pendant que je raconte cela, je me demande d'où vous écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Le lendemain matin, j'ai décidé de fouiller toute la maison pour retrouver l'enveloppe jaune. J'ai vérifié chaque placard, chaque boîte dans le grenier. Chaque recoin où mon mari aurait pu la cacher. Rien. J'étais sur le point d'abandonner quand on a sonné à la porte. C'était Maître Lawson, l'avocat de notre famille. Un homme de 70 ans avec une moustache blanche et un costume impeccable qui sentait toujours le tabac à pipe et le parfum Old Spice. Madame Émilie, bonjour. Puis-je entrer? Maître Lawson, quelle surprise. Bien sûr. Entrez. Nous sommes allés dans le salon. Je lui ai servi un café. Il s'est assis avec ce sérieux qu'ont les avocats quand les nouvelles ne sont pas bonnes. Émilie, je suis ici parce que j'ai reçu un appel très étrange hier. Étrange? De votre belle-fille, Sarah. J'ai senti mon estomac se nouer. Sarah vous a appelé? Oui. Elle m'a dit que vous lui aviez demandé de me contacter, que vous vouliez revoir le testament de votre mari, qu'il y avait des doutes sur la répartition des biens. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Maître Lawson a hoché lentement la tête. C'est ce que j'ai imaginé. C'est pour cela que je suis venu. Émilie, cette jeune femme m'a posé des questions très spécifiques. Elle voulait savoir si les 50% de Daniel étaient transférables, s'il pouvait vendre sa part sans votre consentement. S'il y avait une clause quelconque qui vous donnait un pouvoir absolu sur le ranch. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit que ces informations étaient confidentielles, que je ne pouvais en discuter qu'avec vous ou avec votre fils en votre présence. Elle s'est assez énervée. Il a pris une gorgée de café. Émilie, se passe-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je lui ai tout raconté. Le mariage, les cris, le dîner, les photos dans le bureau, l'enveloppe disparue. Maître Lawson écoutait en silence. Les sourcils froncés. Cette enveloppe que vous avez mentionnée, était-ce celle contenant la lettre de votre mari? Oui. Savez-vous ce qu'elle disait? C'est que votre mari m'a demandé de rédiger un document il y a des années, peu avant sa mort, mais il ne m'a jamais dit ce qu'il contenait. Il m'a seulement demandé de certifier sa signature et de la conserver dans une enveloppe jaune. Scellée. En avez-vous une copie? Non.
Votre mari a été très clair. Seulement un original entre vos mains. Il m'a dit que c'était une protection. Une police d'assurance. Contre quoi? Maître Lawson m'a regardé avec ses yeux fatigués qui ont vu trop de tragédies familiales. Contre ça, je suppose. Contre le jour où quelqu'un essaierait de prendre ce qui vous appartient. Il est parti une demi-heure plus tard, non sans m'avoir prévenu. Émilie, soyez prudente. J'ai vu des cas comme ça. Quand il y a de l'argent et des biens en jeu, les gens changent, même la famille. Daniel n'est pas comme ça. Daniel? Peut-être pas. Mais Sarah. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas de réponse. Cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS de Daniel. Maman, Sarah veut t'inviter à déjeuner demain. Juste vous deux pour mieux vous connaître. Quand? Dis-tu? Quelque chose dans mes tripes me disait de ne pas y aller. Mais quelque chose de plus fort me disait que j'avais besoin de savoir ce qui se passait. Bien sûr. À quelle heure? 14 heures au restaurant Hacienda. Ironique? N'est-ce pas? J'y serai. Le lendemain, je m'habillai avec soin. Un pantalon noir, un chemisier blanc, un blazer simple, les clés sous mon chemisier comme toujours. Je suis arrivé au restaurant avec 5 minutes d'avance. Sarah était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, son téléphone à la main, un verre de vin blanc devant elle. Elle avait l'air détendue, confiante, comme une joueuse d'échecs qui sait déjà comment la partie va se terminer. Émilie, quelle ponctualité. Assieds-toi, je t'en prie. Je me suis assise. J'ai commandé de l'eau minérale. Merci d'être venu, a dit Sarah en posant son téléphone. Je sais que les choses entre nous ont mal commencé, et je veux réparer ça. Moi aussi. Bien, parce que, regarde, Émilie, je ne suis pas ton ennemi. Je sais que tu penses que je suis venu pour te prendre ton fils, mais ce n'est pas le cas. Je suis venu pour l'aimer et cela inclut le respect de sa famille. Elle avait l'air sincère, presque crédible. Je suis heureuse de l'entendre. Et c'est pourquoi je veux être honnête avec toi. Elle s'est penchée en avant. Daniel est stressé, très stressé. Il se sent coincé entre toi et moi, et ce n'est pas juste pour lui. Je ne lui ai jamais demandé de choisir. Je sais. Mais il a l'impression de devoir le faire, surtout avec l'histoire du ranch. Elle y était. La vraie raison du déjeuner, l'histoire du ranch. Émilie, nous savons toutes les deux que cette propriété est immense, magnifique, pleine de potentiel, mais c'est aussi un fardeau. L'entretenir coûte de l'argent, du temps et de l'énergie. Daniel me dit que tu fais tout toute seule, que tu n'acceptes pas d'aide. Que tu t'accroches à quelque chose qui pourrait être trop lourd pour toi maintenant. J'ai pris une grande inspiration, j'ai compté jusqu'à 5. Rentre chez ma maison, pas un fardeau. Bien sûr, c'est ta maison. Personne ne dit le contraire, mais réfléchis-y. Toi, seul dans cette immense maison sans Daniel, sans personne. Ne serait-il pas plus facile de la vendre, de la louer ou d'en faire quelque chose de productif? Quelque chose de productif comme quoi? Comme un hôtel de charme ou un lieu événementiel? J'ai des contacts dans l'industrie. Nous pourrions faire quelque chose d'incroyable, de moderne, de rentable. Tu recevrais des bénéfices sans avoir à te soucier de l'entretien. Et qui le gérerait? Sarah a souri. Eh bien, j'ai de l'expérience en administration. Nous pourrions former un partenariat. Tu apportes la propriété. Nous apportons le travail, des bénéfices partagés, et les clés. Pardon, les clés. Qui les aurait? Son sourire a vacillé une seconde. Eh bien, évidemment. Nous aurions besoin d'un accès total pour faire les rénovations, pour montrer le
Lieu aux clients potentiels. Donc, vous vivriez là-bas? Pas nécessairement. Y vivre, mais nous aurions besoin de la pleine utilisation de la propriété. C'est la seule façon pour que l'entreprise fonctionne. J'ai bu une gorgée d'eau. Lentement, sentant chaque pièce du puzzle se mettre en place. Et où vivrais-je? Où tu veux. Tu pourrais acheter un appartement en ville, quelque chose de plus confortable, sans escalier, avec moins de travail. À ton âge, Émilie, tu devrais profiter de la vie, pas te tuer à la tâche dans une maison du 19e siècle. À ton âge. Ces trois mots qui disent que tu es vieille, que tu es inutile. Il est temps de dégager le chemin. Était-ce ton idée ou celle de Daniel? C'était notre idée à tous les deux. Daniel s'inquiète pour toi. Il a peur qu'il t'arrive quelque chose, là-bas toute seule. Que tu tombes dans les escaliers ou que tu tombes malade et qu'il n'y ait personne pour t'aider. C'est pour ton propre bien, Émilie. Quelle délicatesse. Sarah n'a pas détecté le sarcasme dans ma voix, ou elle s'en fichait. Alors, qu'en dis-tu? Pouvons-nous au moins envisager l'idée? Parler à un architecte. Regarder les chiffres. Non. Son sourire s'est figé. Non. Non, Sarah. Le ranch n'est pas à vendre. Il n'est pas disponible pour les affaires. Il n'est pas ouvert au partenariat. C'est ma maison, et il restera ma maison jusqu'au jour où j'en déciderai autrement. Mais Daniel est aussi propriétaire. Daniel possède 50% de la propriété, mais j'ai le contrôle total sur son utilisation et son administration. Mon mari l'a stipulé dans son testament. C'est injuste. Non. C'est une protection. Sarah a posé son verre plus fort que nécessaire. Émilie? Je ne veux pas paraître impoli, mais tu es égoïste. Cette propriété pourrait changer la vie de ton fils, la vie de ta famille, et tu t'y accroches comme si c'était plus important que nous. Ce n'est pas plus important. C'est différent. Le ranch est un héritage. Vous deux, vous êtes temporaires. Elle a pâli. Temporaire. Les mariages peuvent se terminer, Sarah. Les entreprises peuvent faire faillite. Les promesses peuvent être rompues. Mais la terre reste. Je me suis levé. J'ai laissé de l'argent sur la table pour mon eau. Merci pour l'invitation, mais je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Émilie, attends. Transmets mes amitiés à mon fils. Dis-lui que quand il voudra me voir, il saura où me trouver. Je suis sorti du restaurant. Mon cœur battait. La chamade, mais mes jambes étaient fermes. Je suis monté dans ma voiture. Je suis resté assise là un moment, à respirer. J'ai sorti les clés de sous mon chemisier. Je les ai tenues dans ma main, froide, lourde, réelle. Et à ce moment-là, j'ai su que la guerre avait déjà commencé. Sauf que cette fois, je n'allais pas me rendre. Quelqu'un vous a-t-il déjà fait sentir que vous étiez un obstacle sur son chemin? Comment avez-vous géré la situation? Cette nuit-là, alors que je préparais une tisane à la camomille dans la cuisine, j'ai entendu un camion remonter le chemin. Il était 23 heures. Mon cœur s'est emballé. J'ai pensé à Daniel. Peut-être était-il venu me parler, s'excuser, me dire que Sarah avait tort. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que c'était le camion de Maître Lawson. Il est descendu rapidement, une enveloppe Kraft à la main et une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Émilie, pardonnez-leur. Mais vous devez voir ça. Qu'y a-t-il, Maître Lawson? Nous sommes allés dans le salon. Il ne s'est pas assis. Il a posé l'enveloppe sur la table avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de dangereux. Après notre conversation d'hier, j'ai continué à penser à ce document que votre mari m'avait demandé de certifier. Je suis allé aux archives de mon bureau.
J'ai cherché dans tous les vieux dossiers et j'ai trouvé ceci. Il a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti une feuille jaunie avec l'écriture de mon mari. C'est une copie. La seule que j'ai faite sans qu'il le sache. Je l'ai fait parce que votre mari était très malade quand il est venu me voir. Et quelque chose dans son ton m'a fait penser que ce document était important, que peut-être vous en auriez besoin un jour. J'ai pris la feuille avec des mains tremblantes. C'était une lettre manuscrite, datée de 3 semaines avant la mort de mon mari. J'ai commencé à lire. Émilie, mon amour, si tu lis ceci, c'est parce que quelqu'un essaie de te prendre le ranch. Et s'ils essaient, cela signifie que j'avais raison. Il y a 2 mois, lorsque je suis allé à l'hôpital pour mes derniers examens, j'ai rencontré un homme dans la salle d'attente. Un homme âgé, malade. Comme moi. Nous avons commencé à parler. Il m'a raconté son histoire. Il m'a dit qu'il avait un fils, qu'il l'avait élevé seul après la mort de sa femme. Il lui avait tout donné. L'éducation, les valeurs, l'intégralité de l'héritage familial. Mais quand son fils s'est marié, tout a changé. La belle-fille a commencé à le manipuler petit à petit. D'abord avec des mots gentils, puis avec des idées de modernisation. Finalement, elle l'a convaincu de signer une procuration. Elle a dit que c'était pour l'aider avec ses papiers médicaux. L'homme a signé, 2 semaines plus tard, son fils et sa belle-fille ont vendu sa maison. Ils l'ont mis dans une maison de retraite. Ils ont tout gardé. Quand il m'a raconté cela, l'homme pleurait. Il m'a dit, ce n'est pas mon fils qui m'a trahi. C'est mon fils manipulé. Mais le résultat est le même. Je meurs. Seul sans ma maison, sans ma dignité. Émilie, cette histoire m'a hanté jusqu'à ma dernière nuit. Et j'ai compris que je devais te protéger, non pas contre Daniel, mais contre quiconque pourrait changer Daniel. C'est pourquoi j'ai écrit cette lettre. C'est pourquoi j'ai rédigé les clauses du testament comme je l'ai fait. Non pas parce que je ne fais pas confiance à notre fils, mais parce que j'ai confiance en toi. Je suis convaincu que tu sauras quand les intentions sont pures et quand ce n'est que du poison déguisé en modernité. Si quelqu'un fait pression sur toi pour remettre les clés, si quelqu'un te fait te sentir vieille ou incapable, si quelqu'un essaie de te convaincre que le ranch est un fardeau, résiste. Parce que cette terre n'est pas juste une propriété. C'est la colonne vertébrale de notre famille. C'est l'endroit où nos ancêtres ont saigné et rêvé. C'est le seul endroit au monde où notre histoire a des racines. Et toi, mon amour, tu es la gardienne de cette histoire. Ne laisse personne, pas même notre fils, te convaincre que tu es un obstacle. Tu es la porte et tu décides qui peut entrer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et d'où que je sois, je continuerai à veiller sur toi. Protège les clés. Protège la terre. Protège-toi. À toi pour toujours, David. Quand j'ai fini de lire, des larmes tombaient sur le papier. Maître Lawson a posé une main sur mon épaule. Votre mari était un homme sage. Émilie. Il savait déjà. Il savait déjà que cela allait arriver. Il ne savait pas exactement quoi, mais il savait que c'était possible. C'est pourquoi il vous a protégé. J'ai séché mes larmes. Maître Lawson, que puis-je faire? Légalement, vous êtes protégé. Daniel ne peut pas vendre, louer ou modifier la propriété sans votre consentement explicite notarié. Mais il a fait une pause. La loi protège la propriété, Émilie. Elle ne protège pas les cœurs. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'ils peuvent faire pression sur vous, vous manipuler, vous faire culpabiliser. Ils pourraient même essayer de vous faire déclarer mentalement inapte à prendre des décisions. J'ai vu des cas comme ça. J'ai ressenti un frisson.
Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. S'ils obtiennent d'un médecin un certificat attestant que vous souffrez de démence, de déclin cognitif ou de toute autre affection qui vous rend incompétente, ils pourraient demander une tutelle légale. Mais je vais parfaitement bien. Vous le savez. Je le sais. Mais entre les mains des bons avocats, avec les bons médecins. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Que dois-je faire? Premièrement, gardez cette lettre en lieu sûr, dans une banque, chez quelqu'un en qui vous avez confiance, pas dans la maison. Deuxièmement, allez voir votre médecin. Passez un examen complet, physique et mental. Obtenez par écrit que vous êtes en pleine possession de vos facultés. Troisièmement, il m'a regardé tristement. Préparez-vous au pire. Au pire? À ce que Daniel prenne totalement le parti de sa femme. Il ne ferait jamais ça. Émilie, je suis avocat en droit de la famille depuis 40 ans. Et je peux vous dire une chose que j'ai apprise. Quand un homme doit choisir entre sa mère et son lit, il choisit presque toujours le lit. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup physique. Mais je savais qu'il avait raison. Maître Lawson est parti à minuit. Je suis resté seul dans le salon avec la lettre de mon mari entre les mains. Je l'ai relue 3 fois de plus. À chaque fois, sa voix devenait plus claire. Dans mon esprit. Tu es la gardienne de cette histoire. Ne laisse personne te convaincre que tu es un obstacle. Tu es la porte. Je me suis levé. Je suis allé dans le bureau. J'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le portrait de mon père. J'ai mis la lettre à l'intérieur avec les actes originaux de la propriété. J'ai fermé à clé. J'ai touché les clés qui pendaient à mon couet. J'ai pris une décision. S'ils voulaient la guerre, ils allaient la voir. Mais pas avec des cris, pas avec des drames, pas avec des scènes. Avec le silence. Avec la patience, avec cette même force tranquille que mon mari m'avait apprise. Quand nous nous occupions de cette terre ensemble. À 7 heures le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin. J'ai demandé un rendez-vous urgent pour passer tous les examens possibles. À 8 heures, j'ai appelé la banque. J'ai pris rendez-vous pour ouvrir un coffre-fort. À 9 heures, mon téléphone a sonné. C'était Daniel. Maman. Bonjour, mon fils. Sarah m'a dit ce qui s'est passé hier. Que tu as été impoli avec elle. Que tu l'as insultée. Je n'ai insulté personne. J'ai juste dit clairement que le ranch n'était pas à vendre. Personne n'a dit qu'il était à vendre. Nous voulions juste proposer une idée. Une entreprise familiale. Daniel, penses-tu vraiment que j'ai besoin d'une entreprise à mon âge? Penses-tu vraiment que je veuille transformer la maison où je t'ai élevé en hôtel? Il n'y a pas que toi qui décides, maman. Je suis copropriétaire aussi, de la propriété, pas de l'héritage. Ça n'a pas de sens. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, si. Silence. Une respiration lourde. Sarah dit que tu es égoïste. Que tu t'accroches au passé. Que tu as besoin d'aide. D'aide? Oui, maman. D'une aide professionnelle. Peut-être. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, un thérapeute ou un médecin pour t'aider à lâcher prise. Ça y était. Ce dont Maître Lawson m'avait prévenu. Aide professionnelle. Médecin, incompétence mentale. Daniel, penses-tu vraiment que je suis folle? Non, maman. Mais je pense que tu es seule. Que tu t'es laissé piéger dans cette maison avec des fantômes et des souvenirs. Et ce n'est pas sain. Je suis en parfaite santé. Alors prouve-le. Viens vivre avec nous. Un moment. Quitte le ranch. Sors de là. Et les clés? Laisse-nous les clés.
Pour des raisons de sécurité, pour que personne n'entre pendant ton absence. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai compté jusqu'à 10. Non, Daniel. Non, je ne quitte pas ma maison. Je ne laisse pas les clés. Et je ne vais plus en discuter avec toi. Alors je ne sais plus quoi faire, maman. Vraiment, je ne sais plus comment t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, mon fils. J'ai besoin de ton respect. Je ne peux pas respecter une décision qui te fait du mal. La seule décision qui me fait du mal, c'est la tienne. Choisir. Une femme que tu connais à peine plus tôt que la mère qui t'a élevé. Et voilà. C'est toujours la même chose avec toi. Soit je suis avec toi, soit je suis contre toi. Non, Daniel. Soit tu es avec moi, soit tu es avec quelqu'un qui veut prendre tout ce que j'ai. Il a raccroché. Le silence après l'appel a été pire que les cris. Je suis resté assise dans la cuisine pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour ça. J'ai juste ressenti un vide profond. Comme quand mon mari est mort, comme quand j'ai compris que j'étais seul au monde. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'étais pas veuve. J'étais orpheline de mon fils et cela faisait mal d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque. J'ai ouvert le coffre. J'y ai mis les copies de tous les documents importants. Actes, testament, lettre de mon mari. Le lendemain, je suis allé chez le médecin. Ils ont fait des analyses de sang, des tests cognitifs, des examens de mémoire. Madame Émilie, vous êtes en parfaite santé, m'a dit le médecin une semaine plus tard. Physiquement et mentalement. En fait, vous êtes en meilleure santé que beaucoup de gens de 20 ans de moins que vous. Pouvez-vous me donner cela par écrit? Bien sûr. J'ai rangé le certificat médical avec les autres documents. Et j'ai attendu, car je savais que ce n'était pas fini. Je savais que Sarah n'allait pas abandonner. Et je savais que mon fils, mon garçon, mon Daniel, était perdu dans un endroit que je ne pouvais plus atteindre. Les clés pendaient à mon cou. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que leur poids n'était pas une protection. C'était la solitude. Je me demande encore si j'ai bien fait de tenir bon. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 3 semaines se sont écoulées sans avoir de nouvelles de Daniel. 3 semaines où mon téléphone est resté silencieux. 3 semaines où chaque bruit sur la route me faisait courir à la fenêtre dans l'espoir de voir son camion. Mais il n'est jamais venu, jusqu'à ce jeudi après-midi. J'étais dans le jardin en train de tailler les rosiers que ma mère avait plantés il y a 40 ans quand j'ai entendu le moteur. Pas un seul camion, 2, et une voiture. J'ai enlevé mes gants. J'ai essuyé la sueur de mon front. Daniel est descendu du premier camion. Sarah est descendue de la voiture. Et du deuxième camion, 2 hommes avec des mallettes sont sortis. Des avocats, à en juger par leur apparence. Mon estomac s'est serré. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il a marché vers moi avec des pas raides, comme un soldat suivant des ordres. Maman, nous devons parler à l'intérieur. Qui sont-ils? C'est Maître Moral et Maître Sanchez. Ils sont ici pour nous aider à résoudre la situation. Quelle situation? Sarah s'est avancée, souriante comme si elle arrivait à une fête. Émilie, ne t'énerve pas. Nous voulons juste clarifier certaines questions juridiques. Rien de grave. Je ne les ai pas invités à entrer. Maman, s'il te plaît, a dit Daniel, la voix fatiguée. Ne rends pas les choses plus difficiles. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang, mais
J'ai ouvert la porte. Nous sommes tous allés dans le salon. Les avocats se sont assis sur le canapé, Sarah dans le fauteuil principal. Daniel est resté debout, près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il voulait être n'importe où ailleurs. Je me suis assise en face d'eux. Les clés, sous mon chemisier, pressées contre ma poitrine. Maître Moral, un homme en costume gris avec des lunettes sans monture, a ouvert sa mallette. Madame Émilie, bonjour. Je suis Maître Moral, représentant légal de Monsieur Daniel Garcia. Nous sommes ici aujourd'hui parce que mon client souhaite exercer ses droits en tant que copropriétaire de ce ranch. Il connaît déjà ses droits et ses limites. Précisément. C'est pourquoi nous sommes ici. Il a sorti des documents. Nous avons examiné le testament de votre défunt marié, bien qu'il soit vrai que vous ayez le contrôle administratif de la propriété, il existe une clause qui permet au copropriétaire de demander un partage des biens s'il estime que l'administration actuelle détériore la valeur de la succession. Se détériorer. Ce ranch est en parfait état. Physiquement, peut-être, mais économiquement. Il a posé les papiers sur la table. Il perd de la valeur. Il ne génère aucun revenu. Il n'a aucune utilisation productive. Et selon nos calculs, les coûts d'entretien dépassent tout bénéfice potentiel. C'est ma maison, pas une entreprise. Légalement, madame, c'est les deux. Une propriété privée avec une valeur commerciale. Et mon client a le droit de demander que cette valeur soit protégée. J'ai regardé Daniel. Il était toujours tourné vers la fenêtre, regardant dehors. Daniel, as-tu demandé cela? Il n'a pas répondu. Sarah a répondu pour lui. Émilie, Daniel veut seulement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, y compris pour toi. Regarde cet endroit. C'est immense, vieux. Difficile à entretenir. Tu es ici toute seule. Et si tu tombes malade? Si tu tombes, s'il se passe quelque chose et que personne ne s'en aperçoit pendant des jours. J'ai un téléphone. J'ai des voisins. Tu as 57 ans, Émilie. Et même si tu es en bonne santé maintenant, combien d'années encore pourras-tu gérer cela? 5? 10? Et ensuite? Vas-tu laisser cette propriété se détériorer jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien? Elle vaut plus que vous ne pourrez jamais le comprendre. Tout ne se mesure pas en argent. Le plus jeune, maître Sanchez, est intervenu avec un sourire condescendant. Madame, personne ne remet en question votre attachement émotionnel, mais nous devons être réalistes. Cette propriété a une valeur marchande d'environ 3 millions de dollars. Si elle était vendue, elle n'est pas à vendre. Point. Ou si elle était louée pour des événements, elle pourrait générer entre 30 000 et 50 000 dollars par mois. C'est plus d'un demi-million par an. De l'argent qui pourrait profiter à toute la famille. Je ne suis pas intéressé. Pas même pour l'avenir de ton fils? Pour tes futurs petits-enfants? Le mot petits-enfants m'a frappé comme un coup de poing. J'ai regardé Sarah. Elle souriait. Elle savait exactement sur quel bouton elle venait d'appuyer. Émilie, je suis enceinte, a dit doucement Sarah. De 3 mois. Daniel va être père. Tu vas être grand-mère. Le monde s'est arrêté. Quoi? Daniel s'est enfin retourné. Ses yeux étaient rouges. C'est vrai, maman. C'est pour ça que nous devons penser à l'avenir. À subvenir aux besoins de notre enfant, à lui donner une stabilité. Je ne savais pas. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas savoir. Parce que tu as été tellement occupé à te battre avec nous que tu n'as pas remarqué ce qui se passait. Les larmes ont commencé à me brûler les yeux. Mais je ne l'ai pas laissé tomber.
Félicitations, mon fils. Vraiment. Alors comprends. Maman. Il ne s'agit plus seulement de toi et moi. Il s'agit de mon enfant, de ton petit enfant. Et il mérite d'avoir des parents qui ne sont pas stressés par l'argent, qui peuvent lui donner une éducation, des opportunités, un avenir. Et tu empêches ça. Tu n'empêches pas cela. Tu rends juste. Tu rends juste les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Maître Moral a repris la parole. Madame Émilie, mon client est prêt à trouver un accord. Nous ne voulons pas aller au tribunal. Nous ne voulons pas que ça devienne laid. Mais si vous ne coopérez pas, nous devrons demander à un juge un partage forcé des biens. Et dans ce processus, beaucoup de choses pourraient être révélées. Des choses que vous ne voudriez peut-être pas rendre publiques. Quelles choses? Votre âge. Votre condition de vivre seul, votre refus d'accepter de l'aide. Un juge pourrait interpréter cela comme de l'entêtement sénile. Il pourrait remettre en question votre capacité à prendre des décisions rationnelles. Elle était là. La menace dont Maître Lawson m'avait prévenu. J'ai des certificats médicaux prouvant que je suis en pleine possession de mes moyens. Des certificats que vous avez demandés récemment, ce qui pour un juge pourrait paraître suspect. Comme si vous saviez que vous alliez être interrogé, comme si vous vous prépariez à vous défendre. Je me suis levé. Ça suffit. Tout le monde. Dehors. Maman. J'ai dit dehors. Ma voix est sortie plus forte que je ne m'y attendais. C'est ma maison, et tant qu'elle le sera, c'est moi qui décide. Qui entre et qui sort. Sarah s'est levée aussi, les mains sur son ventre à peine visible. Émilie, pense à ton petit enfant. Veux-tu vraiment qu'il grandisse en sachant que sa grand-mère a préféré une vieille maison à son avenir? Je veux qu'il grandisse en sachant que sa grand-mère avait de la dignité. Qu'elle n'a pas vendu son âme ou son histoire pour de l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'argent, a crié Daniel. C'est mon héritage. C'est ce que mon père m'a laissé, et tu me le prends. Ton père t'a laissé plus que des propriétés, Daniel. Il t'a laissé des valeurs, des principes, le respect pour ce que les générations avant toi ont construit. Ces valeurs ne paient pas les factures. Non, mais elles te permettent de dormir en paix. Daniel a marché vers moi. Son visage était rouge. Ses poings étaient serrés. Donne-moi les clés, maman. Non. Donne-moi ces foutues clés. Le cri a résonné dans toute la maison. Les avocats avaient l'air mal à l'aise. Sarah a posé une main sur le bras de Daniel. Chérie, calme-toi. Ça n'en vaut pas la peine. Mais il était hors de contrôle. J'ai été patient avec toi. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de raisonner, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes jamais. C'est toujours ce que tu veux, ce que tu décides, ce dont tu as besoin. Et moi? Est-ce que je ne compte pas? Tu comptes plus que tout au monde. Alors, prouve-le. Donne-moi ce qui est à moi. Donne-moi mon héritage. Donne-moi mon avenir. J'ai enlevé le collier avec les clés. Je les ai tenues dans ma main. Daniel a tendu la sienne, dans l'attente, mais au lieu de les lui donner, je l'ai et serré contre ma poitrine. Ces clés ne sont pas ton avenir, Daniel. Elles sont ton passé, et jusqu'à ce que tu comprennes la différence, tu ne les auras pas. Son visage s'est décomposé, de rage, de douleur, de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Alors c'est fini. Sa voix est sortie froide. Plate. Je n'ai plus de mère. Les mots m'ont transpercé comme des balles. Daniel. Une mère qui aime son fils plus qu'une propriété ne ferait pas ça. Alors, tu choisis. Soit tu es de mon côté, soit tu n'as pas de fils. Ne me
Force pas à faire ce choix. J'ai déjà choisi pour nous deux. Il s'est tourné vers les avocats. Préparez les papiers. Nous allons au tribunal. Je veux le partage des biens. Je veux vendre ma part et je veux qu'elle quitte cette maison. Daniel, s'il te plaît. Vous aurez des nouvelles de nos avocats. Il s'est dirigé vers la porte. Allons-y, Sarah. Sarah m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, mais derrière ses yeux, j'ai vu le triomphe. Je suis désolé, Émilie. Vraiment. Ils sont tous partis. Les avocats. En premier, puis Sarah. Enfin, Daniel. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas dit au revoir. Il est juste monté dans son camion et est parti. Je suis resté sur le pas de la porte, les clés à la main, regardant les 3 véhicules disparaître sur le chemin de terre. Quand la poussière est retombée et que le silence est revenu, j'ai fermé la porte. Je suis allé dans le salon. Je me suis assise dans le même fauteuil où mon mari s'asseyait pour lire le journal chaque matin. Et là, enfin, je me suis autorisé à pleurer. J'ai pleuré pour mon fils. Pour le garçon qui me serrait dans ses bras et me disait que tout irait bien. Pour l'homme qui était censé protéger cet héritage, pas le détruire. J'ai pleuré. Pour le petit enfant qui allait naître, qui allait grandir sans me connaître. Sans savoir d'où il venait, sans comprendre ce que ses ancêtres avaient sacrifié. Pour qu'il puisse exister. J'ai pleuré pour mon mari, de ne pas être là pour m'aider, de m'avoir laissé seul avec ce lourd fardeau. Et j'ai pleuré pour moi-même, pour la femme qui venait de perdre son fils unique, tout cela pour avoir défendu ce qui était juste. Mais quand j'ai fini de pleurer, j'ai essuyé mes larmes. Je me suis levé et j'ai remis les clés autour de mon cou, parce qu'il y avait quelque chose que Daniel ne comprenait pas, quelque chose que Sarah ne comprendrait jamais. Les mères perdent des batailles. Nous perdons des fils. Nous perdons des années de nos vies. Mais nous ne perdons pas notre dignité. Et cette nuit-là, seul dans cette immense maison, entouré de silence et de souvenirs, j'ai compris une chose. Parfois, le plus grand amour que l'on puisse donner est de laisser partir. Même si ça vous brise, même si ça vous tue, même si ça vous laisse totalement seul. Parce que les enfants ne sont pas une propriété, mais la dignité, oui. Et j'avais choisi la mienne. Avez-vous déjà dû laisser partir quelqu'un que vous aimez pour vous sauver vous-même? Cette nuit-là, j'ai appris que parfois l'amour, c'est aussi dire non. 2 mois plus tard, j'ai reçu les papiers du tribunal. Une plainte pour partage de biens, une demande de vente forcée. Des arguments sur une administration défaillante et une détérioration du patrimoine. Maître Lawson les a examinés avec moi dans la cuisine. Émilie, ça va être long, peut-être des années, et coûteux. Pouvons-nous gagner? Légalement, oui. Le testament est clair. Mais émotionnellement, il m'a regardé tristement. Nous avons déjà perdu. Il avait raison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le porche, regardant les étoiles, écoutant le silence de la terre. Et alors j'ai su. J'ai su ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Lawson. Je veux faire un nouveau testament. Êtes-vous sûr? Complètement. Je suis allé à son bureau. J'ai dicté mes dernières volontés d'une voix ferme. Moi. Émilie Martinez, veuve de Garcia, saine d'esprit, déclare ce qui suit. Le ranch sans David restera sous mon administration tant que je vivrai. À ma mort, la totalité de la propriété passera à une fiducie familiale, qui ne pourra être ni vendue, ni divisée, ni modifiée pendant 50 ans. Mon fils Daniel recevra 50% des bénéfices générés par la propriété si elle est louée pour des événements
culturel, éducatif ou historique. Jamais à des fins commerciales privées. Les 50% restants seront gérés par une fondation qui protège les ranchs historiques de cet État. Si mon fils tente de contester ce testament ou de vendre sa part, il perdra tous ses droits et son pourcentage passera entièrement à la fondation. Les clés du ranch seront remises au directeur de la fondation. Ceci est mon testament et il est irrévocable. Maître Lawson m'a regardé longuement. Émilie, savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que personne ne gagnera cette guerre. Ni lui, ni moi. Mais la terre, si. J'ai signé. Les documents, je les ai fait certifier, scellés, et je suis rentré chez moi en paix pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, Daniel l'a découvert. Je ne sais pas comment. Peut-être que Maître Lawson le lui a dit. Peut-être que c'étaient les commérages de la ville. Il m'a appelé à minuit. Ivre, en pleurant. Comment as-tu pu me faire ça, maman? Comment as-tu pu m'enlever mon héritage? Je ne te l'ai pas enlevé, Daniel. Je l'ai protégé de toi. Tu es un monstre égoïste. Non, mon amour. Je suis une mère qui t'aimait trop pour te laisser détruire ce que ton père a construit. Il a raccroché et il n'a plus appelé. Les mois ont passé. Le procès s'éternisait. J'ai continué à vivre au ranch, à m'occuper des roses, à nourrir les poules, à regarder les couchers de soleil, seul mais en paix. Parce que j'avais compris quelque chose. Que mon mari avait toujours su. On ne défend pas la terre avec des cris. Elle se défend d'elle-même. Avec le temps, avec la patience, avec la justice silencieuse. Que seule la nature sait rendre. Et moi, je devais juste attendre. Les clés pendaient à mon cou. Elles n'étaient plus lourdes. C'étaient juste des clés. Et j'étais libre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance. C'est protéger ce que l'on aime et laisser le temps faire son œuvre. 2 ans ont passé. 2 années où j'ai vécu dans le ranch, à m'occuper de la terre, à attendre sans attendre. Le procès était au point mort. Les avocats de Daniel ne pouvaient rien faire contre mon Nouveau Testament. Il était légal, irrévocable? Parfait. Maître Lawson me rendait visite chaque mois pour me tenir au courant. Toujours la même chose, ils essaient encore, mais ils n'ont pas de dossier. Je hochais la tête, servais du café et reprenais le cours de ma vie. Un après-midi d'octobre, Maître Lawson est arrivé avec un regard différent. Il ne portait pas sa mallette, juste une expression inquiète. Émilie, il y a quelque chose que vous devez savoir. Que s'est-il passé? Daniel et Sarah se sont séparés. Le monde s'est arrêté une seconde. Quand? Il y a 3 mois. Le divorce a été prononcé la semaine dernière. Et le bébé? Sarah a obtenu la garde exclusive. Elle a déménagé à Dallas pour être avec sa famille. Daniel a des visites supervisées toutes les 2 semaines. Je me suis assise lentement. Mes jambes ne me portaient plus. Que s'est-il passé, Maître Lawson? Ce qui arrive toujours avec des femmes comme ça. Quand elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait de vous, elle a commencé à chercher ailleurs. Elle a rencontré un promoteur hôtelier. Riche, plus âgé, sans famille. Il a fait une pause. Daniel l'a surprise avec lui dans l'appartement qu'il partageait. J'ai ressenti un mélange de douleur et de tristesse si profond que je ne savais pas quoi dire. Comment va-t-il? Mal, Émilie. Très mal. Il a perdu sa femme, son fils, son travail, tout. Son travail? Il a démissionné ou a été renvoyé, je ne suis pas sûr. Mais il vit seul dans un motel bon marché près de la ville. Il boit beaucoup trop d'après ce qu'on m'a dit. Les larmes ont commencé à couler. Et je ne pouvais pas les arrêter.
Et pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Fierté, honte, peut-être les deux. Maître Lawson est parti une demi-heure. Plus tard. Je suis resté dans la cuisine avec mon café froid et mon cœur brisé. Mon fils était détruit, seul, perdu, et je ne pouvais rien y faire parce qu'il avait construit cet enfer de ses propres mains. 3 semaines plus tard, alors que je faisais des courses en ville, je l'ai vue, Sarah. Elle était dans un restaurant élégant, assise en terrasse avec un homme en costume, cheveux gris. Montre chère, un sourire de requin. Elle riait, flirtait, rayonnante comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas détruit mon fils. Comme si le bébé qui était soi-disant sa raison de vouloir prendre mon ranch n'existait même pas. Elle m'a vu. Ses yeux ont croisé les miens. Pendant une seconde, son sourire a vacillé, mais elle l'a vite retrouvé. Elle m'a fait signe comme si nous étions amis. Je ne lui ai pas rendu son salut. J'ai juste continué à marcher parce qu'à ce moment-là, j'ai compris une chose. Sarah n'avait jamais aimé Daniel. Elle n'avait jamais aimé le bébé. Elle n'avait aimé que ce qu'il pouvait lui apporter. Et quand ce puits s'est tari, elle en a trouvé un autre. Cette nuit-là, assise sur le porche, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. J'ai repensé au mariage, aux cris, aux menaces, aux avocats, à la dernière fois que j'avais vu mon fils. Et j'ai réalisé que je n'avais pas gagné cette guerre. Mais Sarah ne l'avait pas gagnée non plus. Parce qu'elle avait obtenu de l'argent. Oui. Elle avait un nouvel homme. Oui. Mais elle a perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais, la paix. Parce que les gens comme elle ne sont jamais satisfaits. Ils ont toujours besoin de plus. Ils cherchent toujours la prochaine opportunité, le prochain homme, la prochaine affaire. Et un jour, quand elle sera vieille et seule, elle comprendra qu'on ne peut pas acheter ce qui compte. Vraiment. Mon fils aussi a payé le prix. Il a perdu sa famille, sa dignité, son avenir. Mais au moins, il lui restait encore du temps pour apprendre, pour changer, pour revenir s'il le choisissait. 1 mois plus tard, en décembre, on a sonné à la porte à 6 heures du matin. J'ai ouvert. C'était Daniel. Maigre, une barbe négligée, les yeux rouges, des vêtements froissés. Mais c'était mon fils. Maman. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Je l'ai serré dans mes bras et il a pleuré comme il le faisait quand il était petit et qu'il tombait de son vélo. Il a pleuré pour tout ce qu'il avait perdu, pour tout ce qu'il avait détruit, pour tout ce qu'il ne récupérerait jamais. Et je l'ai tenu dans mes bras parce que c'est ce que font les mères. Nous n'avons rien dit ce matin-là. Nous nous sommes juste assis dans la cuisine, nous avons bu du café, nous avons regardé le soleil se lever par la fenêtre. Les clés sont toujours à toi, maman, a-t-il dit finalement. Elles ont toujours été à toi. Je sais, mon amour. Je sais. J'ai été un idiot, un crétin. Et elle m'a convaincu que tu étais le problème. Et je l'ai cru. Je sais. Comment savais-tu? Comment savais-tu qu'elle était comme ça? J'ai touché les clés qui pendaient à mon cou. Ton père m'a appris à reconnaître quand quelqu'un aime la terre et quand il n'aime que ce qu'il peut en tirer. Daniel a hoché la tête. Ses larmes coulaient toujours. J'ai tout perdu, maman. Mon fils, mon mariage, mon travail, ma dignité. Pas tout. J'ai pris sa main. Tu m'as toujours. Et tu as encore le temps de construire quelque chose de nouveau, de vrai. Je ne sais pas si je le peux. Je ne le savais pas. Non plus quand ton père est mort, mais je l'ai fait. Et tu le peux aussi. Il est resté au ranch ce jour-là, et le lendemain, et le surlendemain. Nous n'avons pas parlé du procès.
Nous n'avons pas parlé de Sarah. Nous n'avons pas parlé des clés. Nous avons juste travaillé ensemble comme avant. Nous avons réparé les clôtures, nourri les animaux, regardé les couchers de soleil. Et doucement, mon fils a commencé à revenir. Pas l'homme qui avait épousé Sarah, mais le garçon qui avait un jour promis de prendre soin de cette terre. La vie finit toujours par réclamer ses dettes. Elle réclamera à Sarah la solitude de vivre sans racines, sans histoire, sans amour véritable. Elle a réclamé à Daniel de la douleur et des pertes. Mais elle lui a aussi donné une chance d'apprendre. Et à moi, elle a réclamé des années de silence et de larmes, mais elle m'a payé en dignité. Et cela, à la fin, valait plus que tout. La vie trouve toujours un moyen de remettre chacun à sa place. Pas avec la vengeance, mais avec la vérité. Avez-vous déjà vu le karma faire son œuvre? 5 ans ont passé depuis ce matin où Daniel a frappé à ma porte pour demander pardon. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Mon fils en a 38. Et mon petit-fils, que j'ai enfin rencontré il y a 6 mois, a 4 ans et demi. Il s'appelle Robert, du nom de son grand-père. Il ne vit pas avec moi. Il vit avec Sarah à Dallas. Mais tous les mois, quand Daniel va le chercher pour ses visites, il l'amène au ranch. Et quand ce petit garçon court dans ces mêmes cours où son père a couru, quand il grimpe aux mêmes arbres, quand il s'assoit avec moi sur le porche pour boire du chocolat chaud, je comprends pourquoi ça valait la peine de résister. Daniel vit en ville maintenant. Il travaille dans un garage automobile. Il ne gagne pas beaucoup. Il vit dans un petit appartement, mais il est sobre. Il suit une thérapie. Et il apprend à être l'homme que son père voulait qu'il soit. Le procès s'est terminé il y a 3 ans. Les avocats de Daniel ont retiré leur plainte quand il est revenu. Maître Lawson m'a aidé à modifier le testament une dernière fois. Quand je mourrai, le ranch appartiendra entièrement à Daniel. Pas de fiducie, pas de fondation. Mais seulement s'il prouve pendant 10 années consécutives qu'il peut s'en occuper sans le vendre, qu'il comprend sa valeur au-delà de l'argent. S'il échoue, tout passera à Robert quand il aura 25 ans. Penses-tu que je peux le faire? Maman, m'a demandé Daniel quand nous avons signé les nouveaux documents. Je ne sais pas, mon amour, mais je veux te donner la chance d'essayer. Sarah s'est remariée l'année dernière avec ce promoteur hôtelier qu'elle avait rencontré. Ils vivent dans un manoir moderne. Ils voyagent à travers le monde. Ils publient des photos parfaites sur les réseaux sociaux. Parfois, je vois ces photos et je me demande si elle est heureuse. Je ne le pense pas. Parce que j'ai appris que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus. Il vient du fait d'avoir besoin de moins. Et elle aura toujours besoin de plus. Je l'ai revue une fois de plus il y a 2 ans, quand elle est venue déposer Robert pour les vacances d'été. Elle est sortie de sa voiture importée, vêtue de vêtements de créateur, avec des lunettes sombres qui cachaient plus que le soleil. Elle avait l'air parfaite, comme toujours. Mais quand elle a enlevé ses lunettes pour me parler, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Le vide. Émilie, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le ranch est superbe. Tu es toujours là. Je suis toujours là. Ce doit être calme, d'être seul. Pas d'inquiétude. C'est calme, ai-je répondu. Parce que je suis là où je dois être. Quelque chose dans mon ton l'a fait cligner des yeux. Je suis là où je dois être, moi aussi, a-t-elle dit rapidement. Mon mari et moi sommes très heureux, nous avons beaucoup de succès. Nous venons d'ouvrir notre 3e hôtel. Je suis contente de l'entendre. Un silence inconfortable. Robert a couru vers moi en criant un grand-mère, avec cette joie pure que seuls les
Enfant. Je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai soulevé. Je l'ai fait tourner. Quand je l'ai reposé, j'ai vu Sarah nous observer avec une expression étrange. Presque comme de l'envie. Prends bien soin de lui, a-t-elle dit en montant. Dans sa voiture. Je reviendrai dans 2 semaines. Elle est partie sans dire. Au revoir à Robert, sans le prendre dans ses bras, sans lui dire qu'elle l'aimait. Parce que certaines personnes n'apprennent jamais que l'amour ne s'achète pas. Il se construit avec le temps, avec la présence, avec le sacrifice. Mon fils apprend cela doucement, avec la douleur, avec ses erreurs. Mais il apprend. Il y a un mois, pendant que nous travaillions dans le jardin. Ensemble, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, maintenant. Je comprends pourquoi papa t'a laissé les clés. Ce n'était pas pour me contrôler. C'était pour me protéger de moi-même. J'ai touché les clés qui pendaient toujours à mon cou. Ton père a toujours été plus sage que moi. Non. Maman. Vous étiez sages ensemble. Et moi. J'étais l'idiot qui a mis trop de temps à comprendre. Je l'ai serré dans mes bras. Mon garçon, mon homme, mon fils. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, mon amour. Aujourd'hui, alors que je pense à tout cela, assise sur ce même porche où j'ai passé la moitié de ma vie, je vois Robert jouer avec les poules. Je vois Daniel réparer la clôture. Près de l'enclos. Je vois les arbres que mon grand-père a plantés. Je vois les murs en adobe que mon arrière-grand-père a construits. Et je comprends quelque chose qu'il m'a fallu 62 ans pour réaliser. La vie ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de protéger ce que l'on aime, même quand cela nous coûte tout. Il s'agit de savoir quand résister et quand lâcher prise. Il s'agit de comprendre que le véritable amour n'exige pas. Il donne. Mais il fixe aussi des limites. On m'a jadis traité d'égoïste, de têtu, de vieille femme accrochée au passé. Peut-être avaient-ils raison sur certaines choses. Mais ils avaient tort. Sur la plus importante. Je ne m'accrochais pas au passé. Je protégeais l'avenir. L'avenir de ce petit garçon qui court maintenant librement sur cette terre. L'avenir de mon fils qui apprend à être un homme. L'avenir de toutes les générations qui viendront après moi. Les clés qui pendent à mon cou ne sont plus seulement du métal et de la rouille. Elles sont l'histoire. Elles sont la résistance. Elles sont la preuve qu'une femme seule, sans autres armes que sa dignité, peut défendre tout un monde. Sarah a eu son riche promoteur, son manoir, sa vie parfaite. Mais j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais. La paix. La paix de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait, que je ne me suis pas vendu. Que je n'ai pas trahi ceux qui m'ont précédé ni ceux qui viendront après. Et cette paix n'a pas de prix. Si mon histoire aide ne serait ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à fixer des limites, à défendre ce qui est à elle, peu importe qui lui dit qu'elle a tort, alors tout cela en valait la peine. Les cris, les larmes, les années de solitude, tout. Parce qu'à la fin, la vie trouve toujours un moyen de rendre justice. Pas avec la vengeance, pas avec des cris, mais avec le temps, avec la vérité, avec des conséquences naturelles. Qui arrive quand on s'y attend le moins. Sarah a appris que l'argent n'achète pas l'amour. Daniel a appris que certaines choses valent plus que l'héritage. Et moi, j'ai appris que laisser partir quelqu'un que l'on aime ne veut pas dire qu'on arrête de l'aimer. Cela signifie qu'on l'aime assez pour le laisser tomber, pour qu'il puisse apprendre. Pour qu'il puisse grandir, même si ça vous détruit. Je m'appelle Émilie. J'ai 62 ans. Et c'était l'histoire de comment j'ai perdu mon fils pour nous sauver tous les deux. Les clés sont toujours avec moi. Et ici, elles resteront jusqu'à ce que le bon moment arrive. Parce que maintenant, je sais quelque chose que je ne savais pas il y a 5 ans. Le bon moment,
ce n'est pas quand je le décide. C'est quand mon fils sera prêt à les recevoir. Et ce jour-là, je reposerai en paix, sachant que la terre qui m'a vu naître, qui m'a vu pleurer, qui m'a vu résister, sera entre deux bonnes mains. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.